tout a basculé à l'aube d'une nouvelle ère pour le Sahel. Ibrahim Traoré, un homme jeune mais résolu, se dresse face à un ultimatum posé par la communauté internationale. L'Alliance Sahel, une coalition de pays au bord du précipice, doit maintenant choisir entre la soumission et la résistance. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retrouvent pris dans un jeu de pouvoir géopolitique où chaque décision pourrait redéfinir l'avenir de toute l'Afrique. Que va-t-il se passer lorsque des hommes comme Traoré décident de ne plus se soumettre aux diktats des puissances extérieures? Le monde est sur le point de le découvrir. Ce qui semble être une simple confrontation entre régimes politiques cache des enjeux bien plus profonds. À la croisée des chemins entre indépendance et soumission, le destin du Sahel est désormais entre les mains de leaders comme Ibrahim Traoré. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple jeu de diplomatie. C'est la question de la souveraineté, de la dignité nationale et de l'avenir des générations futures. Si l'Alliance Sahel réussit à surmonter l'ultimatum d'ECOWAS, elle pourrait redéfinir la cartographie politique de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais à quel prix? Traoré devra faire face à une guerre multidimensionnelle, où l'unité des peuples et l'autodétermination seront ses armes les plus puissantes. Le monde extérieur regarde avec appréhension, et le peuple, qu'il soit à Bamako, Ouagadougou ou Niamey, semble prêt à tout pour préserver ce qu'il considère être sa liberté. La tension monte alors que chaque jour qui passe rapproche l'Alliance d'un choix crucial, céder ou se battre. Au matin du 16 août, un événement inattendu se produisit à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, un jeune leader militaire, s'adressa à ses généraux et à la nation dans un discours calme mais déterminé. Alors que le monde s'attendait à une capitulation rapide face à l'ultimatum d'ECOWAS, il annonça une résolution inébranlable. Si nous devons perdre, nous perdrons ensemble, mais jamais à genoux. Cette déclaration marquait le début d'une série de décisions qui allaient bouleverser l'équilibre de pouvoir dans la région. Depuis plusieurs mois, des tensions couvaient entre l'Alliance Sahel, composée de plusieurs pays du Sahel, et la communauté internationale, notamment l'organisation régionale ECOWAS, soutenue par les puissances occidentales. Ces dernières avaient imposé une série de sanctions économiques et diplomatiques visant à renverser les régimes militaires en place au Mali, au Burkina Faso et au Niger. L'ultimatum était clair. Soit ces gouvernements rétablissaient des pouvoirs civils, soit des sanctions militaires seraient mises en œuvre, menaçant de déstabiliser davantage la région déjà fragile. Cependant, ce qu'Echoua et ses alliés n'avaient pas anticipé, c'est que la résistance de l'Alliance Sahel ne viendrait pas seulement d'un homme politique, mais d'un peuple entier qui avait été opprimé pendant des décennies par des puissances étrangères. À Ouagadougou, des milliers de jeunes hommes et femmes sont descendus dans les rues, non pas pour crier à la guerre, mais pour revendiquer leur droit à la souveraineté et à la liberté. Des échos de ce soulèvement se firent entendre jusque dans les villages les plus reculés, où l'idée d'un Sahel uni, loin des influences extérieures, commença à s'implanter. Le monde observait ce moment historique, où la ligne entre la survie et la dignité devenait floue, et où l'avenir de l'Afrique de l'Ouest semblait être décidé non seulement par les dirigeants politiques, mais par la volonté d'un peuple qui refusait de se soumettre. Traoré n'était pas simplement en train de défendre un territoire, il défendait l'espoir d'une nation. Ibrahim Traoré n'était pas un homme politique traditionnel. À l'âge de 34 ans, il était encore considéré comme un outsider dans la sphère géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, son ascension fulgurante à la tête de l'armée du Burkina Faso et son rôle central dans la rébellion contre les régimes imposés par les puissances occidentales ont fait de lui une figure incontournable. Plus qu'un simple militaire, il était devenu le symbole d'une résistance populaire, incarnant l'esprit d'un Sahel fatigué de la domination étrangère. Traoré comprenait parfaitement les enjeux qui se jouaient à ce moment précis. Ce n'était pas seulement la survie de son pays qui était en jeu, mais la possibilité d'un changement radical dans la politique régionale.
Ses premières actions avaient été marquées par une détermination farouche à ne pas plier sous la pression internationale. Le 19 août, il annonça la création d'un bloc économique régional, l'Alliance Sahel, un pacte stratégique visant à se libérer des chaînes économiques imposées par des accords internationaux inégaux. Ce geste audacieux surprit le monde entier. Alors que les économistes et les diplomates internationaux s'attendaient à une débâcle rapide, Traoré et ses alliés montrèrent au monde qu'ils étaient prêts à tout sacrifier pour leur indépendance. L'impact de ces décisions ne se fit pas attendre. Dès les premières semaines, les routes du Burkina Faso se remplirent de jeunes volontaires, prêts à défendre leur pays, coûte que coûte. Le soutien populaire grandit chaque jour, et les voix critiques à l'encontre des leaders africains sous influence étrangère se firent plus fortes. À travers ses actions, Traoré donnait non seulement un nouvel espoir à son peuple, mais aussi une vision d'un futur où l'Afrique ne serait plus le jouet des puissances extérieures. Le 16 août, la situation au Sahel atteignit un point de rupture. Alors que les tensions avec la communauté internationale atteignaient leur paroxysme, Ibrahim Traoré prononça son discours historique, refusant de céder face aux ultimatums imposés par ECOWAS. Ce fut le début d'une série d'événements qui allaient redéfinir les relations politiques de l'Afrique de l'Ouest pour les décennies à venir. Tout commença le 10 août, lorsque l'organisation régionale ECOWAS publia une déclaration sévère, menaçant les 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de sanctions militaires si leur régime d'État militaire ne cédait pas le pouvoir au gouvernement civil dans un délai de 15 jours. Cette pression était le résultat d'une série de renversements militaires dans la région, soutenus par les populations locales, mais condamnés par les puissances occidentales. Les dirigeants des pays du Sahel, qui avaient pris le pouvoir après des coups d'État, se sentaient acculés par l'Occident, qui les accusait de remettre en cause la démocratie et les accords de coopération régionale. Mais Traoré, désormais le leader incontesté du Burkina Faso, avait une vision différente. Il savait que céder à ces pressions signifierait une perte de souveraineté pour son pays et, plus largement, pour toute la région. Plutôt que de se soumettre aux exigences d'ECOWAS, il décida de riposter par la formation de l'Alliance Sahel, un pacte militaire et économique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le but était clair, offrir une alternative à l'influence occidentale et promouvoir l'autodétermination des peuples du Sahel. Le 15 août, alors que l'échéance des 15 jours touchait à sa fin, les forces de l'Alliance Sahel étaient déjà en état d'alerte. Traoré, dans un discours adressé à la nation, annonça la formation de la nouvelle coalition et la décision de ne pas céder à la pression étrangère. Il proclama « Nous choisirons notre destin, nous ne serons pas des marionnettes ». À ce moment-là, des manifestations éclatèrent à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Les peuples des 3 pays unissaient leurs forces, réclamant l'indépendance et le droit de choisir leur avenir sans l'ingérence des puissances extérieures. Le 17 août, la France, en soutien à ECOWAS, annonça des sanctions économiques sévères contre les 3 pays. Les banques européennes commencèrent à geler les actifs des gouvernements et les importations de biens essentiels furent suspendues. Mais malgré ces mesures, la population du Sahel semblait prête à tout sacrifier. À Ouagadougou, des milliers de jeunes hommes se sont portés volontaires pour rejoindre les rangs de l'armée, déterminés à défendre leur pays. Les jours suivants, la situation se tendit encore davantage. Le 19 août, Traoré, dans un discours poignant, rappela l'importance de l'unité et de la résistance face à l'adversité. L'histoire ne nous jugera pas sur ce que nous avons fait, mais sur ce que nous avons osé défendre. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la liberté de notre peuple, mais celle de toute l'Afrique. Les tensions atteignirent leur apogée le 21 août, lorsque des forces militaires d'ECOWAS commencèrent à se déployer à la frontière du Burkina Faso. À ce moment-là, l'Alliance Sahel
fortifié par le soutien populaire et l'engagement des leaders régionaux, annonça la mobilisation générale. Des centaines de milliers de personnes se rassemblèrent dans les rues, scandant des slogans pour la liberté et la souveraineté. Le 23 août, un nouveau tournant se produisit. La résistance au Sahel était bien plus organisée et déterminée que l'Occident ne l'avait anticipé. Tandis qu'Echoa et ses alliés continuaient leurs manœuvres, un vent de changement soufflait dans la région. Les jeunes, les femmes et les anciens se rassemblaient autour de l'idéal d'un Sahel libre, uni et autonome, prêt à affronter les défis qui se présentaient. Les premières semaines de la crise au Sahel ont été marquées par des changements significatifs dans les dynamiques économiques et sociales de la région. Bien que les sanctions économiques imposées par ECOWAS et ses alliés aient eu un impact immédiat, les résultats quantitatifs montrent une résilience étonnante de l'Alliance Sahel. Selon les données recueillies sur le terrain, l'économie des 3 pays de l'Alliance a montré une adaptation rapide aux nouvelles réalités, bien que la pression internationale ait affecté certaines industries clés. Le premier indicateur marquant est la croissance de l'implication populaire dans les efforts de défense nationale. En l'espace de 2 semaines, le nombre de recrues dans les forces armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger a augmenté de 200%. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, des milliers de jeunes hommes et femmes se sont portés volontaires, tandis que des écoles et des universités se sont organisées pour offrir des formations militaires rapides. Ce phénomène est observé dans d'autres grandes villes de la région, notamment Bamako et Niamey, où le soutien populaire pour les régimes militaires a pris de l'ampleur. L'adhésion à l'Alliance Sahel a atteint des proportions inattendues, avec près de 80% de la population des 3 pays se déclarant favorable à la résistance contre les pressions extérieures. Du côté économique, bien que les sanctions ont conduit à une chute immédiate des importations, des ajustements rapides ont été faits pour réduire la dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. Les données montrent que le commerce intra-régional a augmenté de 30% au cours des 6 premières semaines de la crise. Les pays de l'Alliance Sahel ont intensifié leurs échanges, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des matières premières. Par exemple, les exportations de céréales et de produits agricoles vers les pays voisins ont augmenté de 25%, compensant partiellement les pertes dues à l'embargo sur les produits manufacturés en provenance de l'Occident. Une autre métrique significative a été l'évolution des réserves nationales. Bien que les sanctions aient pas gelé une partie des comptes bancaires internationaux, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont réagi en renforçant leurs réserves d'or. Le Burkina Faso, par exemple, a vu ses réserves d'or augmenter de 15% pendant les premiers mois de la crise, malgré une baisse des investissements étrangers. Cette stratégie a permis de stabiliser l'économie et de maintenir la confiance de la population, qui, bien qu'affectée par les restrictions économiques, a continué à soutenir le régime de Traoré et ses alliés. En ce qui concerne les prix des denrées de première nécessité, la situation est devenue plus complexe. Les produits alimentaires de base, tels que le riz, le sucre et l'huile, ont vu une légère augmentation de leur prix, mais cette hausse a été contenue par des efforts internes visant à augmenter la production locale. Les pays de l'Alliance Sahel ont mis en place des programmes de soutien à l'agriculture, encourageant les petites exploitations agricoles et les coopératives locales. Ces initiatives ont permis de maintenir un approvisionnement stable, même si la population a dû faire face à des pénuries temporaires dans certaines zones. L'impact sur l'infrastructure a également été mesuré. Alors que les attaques contre les infrastructures critiques, telles que les routes et les installations énergétiques, étaient anticipées, les pays de l'Alliance ont rapidement renforcé leur défense et leur capacité locale de production d'énergie. L'Alliance a lancé des projets d'infrastructures régionales, avec un focus particulier sur les énergies renouvelables, visant à réduire la dépendance à l'importation de pétrole. En seulement 3 mois, le Sahel a commencé à voir les premiers fruits de ses investissements, notamment dans le développement de parcs solaires et de réseaux électriques interconnectés.
Les chiffres concernant la mobilisation populaire et l'impact économique, bien que perturbés par les événements internationaux, ont montré la solidité de la résilience sahélienne. Il est désormais évident que la guerre ne se jouait pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les stratégies économiques et sociales qui permettaient à cette région de se maintenir, malgré les pressions internationales croissantes. Lorsque la guerre éclata dans le Sahel, les analystes occidentaux furent nombreux à minimiser la résistance de l'Alliance Sahel. Leur argument principal, l'Afrique de l'Ouest, avec ses gouvernements fragiles et ses infrastructures limitées, ne pourrait pas résister aux pressions militaires et économiques exercées par des puissances comme la France, les États-Unis et les institutions telles qu'ECOWAS. En effet, face à des sanctions économiques sévères et à une militarisation croissante de la région, l'idée que l'Alliance puisse tenir le coup semblait irréaliste pour de nombreux observateurs. Cependant, cette analyse omette de prendre en compte un facteur clé, la motivation et la solidarité du peuple sahélien. Contrairement à ce que les experts internationaux pensaient, cette guerre n'était pas simplement une question de force militaire et d'équipement. C'était une guerre pour la survie, une guerre d'indépendance, une guerre pour la dignité d'un peuple qui en avait assez de l'exploitation et de l'ingérence étrangère. Les forces de l'Alliance Sahel n'étaient pas uniquement composées de soldats entraînés, mais aussi de civils déterminés à défendre leurs terres et leurs familles, prêts à prendre les armes pour préserver leur autonomie. Les dirigeants occidentaux et même certains analystes africains sous-estimaient l'importance de ce facteur. Ils pensaient qu'un manque d'équipement militaire moderne et un isolement diplomatique conduiraient rapidement à l'effondrement des régimes du Sahel. Pourtant, la résistance s'est intensifiée, renforcée par un soutien populaire croissant. En quelques semaines, le moral des troupes de l'Alliance Sahel fut alimenté par les efforts collectifs de la population locale, qui apportait de l'aide, des ressources et une détermination à toute épreuve. L'argument le plus solide de cette situation est simple. L'Alliance Sahel a montré que la guerre, loin de se jouer uniquement sur le terrain militaire, reposait aussi sur la volonté populaire et la capacité à se réinventer économiquement. Les sanctions, qui étaient supposées diviser et affaiblir la région, ont au contraire renforcé l'unité interne et favorisé l'émergence d'une nouvelle vision du Sahel, non plus dépendant des puissances extérieures, mais autonome et solidaire. Cette dynamique a surpris les observateurs, qui ne comprenaient pas pleinement l'ampleur de la mobilisation populaire et de la résilience communautaire. Ainsi, tout en étant clairement désavantagée sur le plan militaire et économique, l'Alliance Sahel a prouvé que l'Afrique pouvait résister non seulement à l'exploitation, mais aussi à la domination extérieure. L'idée que l'Alliance serait rapidement écrasée par les puissances étrangères s'est révélée fausse, car la véritable force de cette résistance résidait dans un élément qui ne pouvait être mesuré, la volonté de tout un peuple de se libérer. Au milieu de la crise, alors que les tensions montaient et que les premières batailles étaient livrées, un tournant inattendu survint. Le 25 août, Traoré fit une déclaration qui surprit tout le monde. En dépit des sanctions écrasantes, des forces militaires ennemies qui se massaient à ses frontières et d'un isolement diplomatique croissant, il annonça l'inauguration d'un projet de grande envergure, un réseau énergétique solaire régional. Cette initiative, baptisée Lumière du Sahel, visait à créer une indépendance énergétique pour les pays de l'Alliance, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et des combustibles fossiles. Le monde entier s'attendait à une défaite imminente, à un effondrement rapide sous la pression. Mais Traoré, loin de céder, engagea son pays et ses alliés dans un projet ambitieux qui transformerait leur avenir. Non seulement ce projet symbolisait l'autosuffisance, mais il envoyait aussi un message fort. L'Alliance Sahel n'était pas seulement prête à résister militairement,
Elle était déterminée à construire un futur durable, fondé sur l'indépendance énergétique et la solidarité régionale. Ce moment marqua un changement de paradigme, et l'élan de l'Alliance Sahel devint incontrôlable. Le monde allait devoir réévaluer ses prévisions. L'impact de la résistance de l'Alliance Sahel ne s'est pas limité à la région du Sahel elle-même. En réponse à la déclaration de Traoré et à l'initiative Lumière du Sahel, les conséquences se firent sentir bien au-delà des frontières des trois pays. Dans le monde entier, les événements qui se déroulaient dans cette région lointaine commencèrent à résonner comme un symbole de défiance et de résilience. La presse internationale, initialement encline à prédire une chute rapide de l'Alliance Sahel, commença à revoir ses prévisions. La coalition, loin de se fragiliser sous la pression, semblait en fait se renforcer à chaque étape de la confrontation. Les conséquences immédiates furent multiples. D'abord, l'unité de l'Alliance Sahel se solidifia davantage. Les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui avaient initialement été perçus comme vulnérables et fragiles face à l'isolement diplomatique, montrèrent au monde qu'ils étaient prêts à se tenir ensemble. Les sanctions économiques, loin d'éroder la cohésion de la région, consolidèrent une solidarité populaire qui imprégna toute la société. La mobilisation populaire, déjà forte au début du conflit, atteignit des niveaux sans précédent. Des milliers de jeunes s'engagèrent dans des programmes de défense nationale et des projets de développement économique local. Le marché intérieur se réorganisa. Les échanges commerciaux entre les pays de l'Alliance Sahel augmentèrent de manière exponentielle. En Europe, les capitales commencèrent à ressentir les effets de l'isolement de la région. Les entreprises européennes, qui dépendaient des ressources minières du Sahel, telles que l'uranium et l'or, furent confrontées à des pénuries et à des hausses des coûts de production. La France, en particulier, qui avait longtemps maintenu une présence militaire et économique dominante dans la région, se retrouva face à une situation complexe. Les sanctions imposées par ECHOA et l'Union européenne eurent un impact majeur sur les entreprises françaises opérant dans la région. Les investissements dans l'exploitation des ressources naturelles furent suspendus et plusieurs entreprises minières durent fermer ou réduire leur production. Cela eut des répercussions économiques importantes sur l'industrie énergétique en Europe, qui dépendait en partie des matières premières du Sahel. Plus surprenant encore, la crise géopolitique du Sahel commença à ébranler les relations au sein même des puissances occidentales. Des voix dissidentes s'élevèrent en passé, en particulier au sein de l'Union européenne, où des discussions internes émergèrent sur la légitimité des sanctions et sur la nécessité de repenser les relations avec l'Afrique. Des ONG humanitaires, auparavant favorables à l'intervention militaire, commencèrent à critiquer ouvertement l'approche de l'Occident envers la région, appelant à une résolution pacifique et à un respect de la souveraineté et des pays du Sahel. Ce fut un tournant dans la manière dont l'Occident voyait les régimes africains, particulièrement ceux du Sahel, qui se redéfinissaient à travers cette confrontation. À l'échelle mondiale, la résistance sahélienne suscita un large soutien parmi les nations en développement. Les pays africains, mais aussi d'autres nations d'Asie et d'Amérique latine, observèrent avec attention la montée de cette rébellion contre les puissances occidentales. Dans les forums internationaux, la question de la souveraineté nationale et de la liberté des peuples prit une nouvelle dimension. Le Sahel, autrefois considéré comme une région de faible importance stratégique, était désormais un terrain d'expression de la volonté populaire contre l'hégémonie internationale. Dans les mois suivants, les autorités de l'Alliance Sahel, portées par le soutien croissant de leur population et la solidarité internationale, commencèrent à asseoir leur position sur la scène mondiale. Ils ne combattaient plus seulement pour leur survie, mais pour un modèle de gouvernance et de développement qui pourrait potentiellement redéfinir les relations internationales dans le XXIe siècle. Le Sahel était en train de devenir un symbole de résistance contre les anciennes dynamiques de pouvoir. À ce stade de la crise, l'avenir de l'Alliance Sahel semble incertain
et plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. Chacun de ces scénarios présente des implications profondes pour la région, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Voici les 3 principales trajectoires que pourrait suivre cette crise. En fonction des actions prises par les puissances internationales, les gouvernements du Sahel et la mobilisation populaire. Le premier scénario envisage une victoire diplomatique et économique pour l'Alliance Sahel. Dans ce scénario, l'Alliance Sahel parvient à maintenir son indépendance tout en consolidant sa position sur le plan économique et diplomatique. L'unité des pays membres, Burkina Faso, Mali et Niger, et la mobilisation populaire permettent de résister aux pressions économiques de l'Occident. L'initiative Lumière du Sahel réussit à transformer la région en un modèle d'autosuffisance énergétique, attirant l'intérêt des pays en développement et des investisseurs internationaux désireux de soutenir un modèle alternatif de développement. En réponse à cette résilience, l'Union européenne et ECOWAS finissent par revoir leur position, cherchant à établir un dialogue avec les pays du Sahel. L'Alliance Sahel devient un modèle pour d'autres nations africaines, cherchant à affirmer leur souveraineté. Ce scénario renforce le rôle de l'Afrique sur la scène internationale et pourrait marquer le début d'un renversement des rapports de force dans le continent. Le deuxième scénario envisage un compromis politique avec des concessions économiques. Dans ce scénario, face à l'intensification des sanctions économiques et à une pression militaire croissante, les gouvernements de l'Alliance Sahel finissent par accepter certaines concessions. Un compromis est trouvé entre la défense de la souveraineté et la nécessité de garantir une certaine stabilité économique. Ce compromis pourrait inclure un retour partiel à un régime de gouvernance civile dans certains pays membres de l'Alliance, tout en préservant leur indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cependant, ce scénario n'entraîne pas la fin des tensions, et la région reste sous la menace d'une instabilité latente. Le modèle de coopération régionale demeure, mais la domination de l'Occident sur certains secteurs clés de l'économie sahélienne persiste. Ce compromis pourrait être vu comme une demi-victoire pour les puissances extérieures, mais une défaite relative pour l'Alliance Sahel. Le troisième scénario envisage une escalade militaire et un conflit régional élargi. Dans ce scénario, la situation dégénère, et l'Alliance Sahel, face à l'intransigeance de ses ennemis, se lance dans une confrontation militaire ouverte avec les forces d'ECOWAS et leurs alliés. L'escalade du conflit pourrait mener à une guerre régionale prolongée, avec des pertes humaines et matérielles considérables des deux côtés. Les pays voisins, déjà fragiles et soumis à des pressions économiques internes, pourraient être entraînés dans le conflit. Ce scénario déstabiliserait gravement la région et engendrerait des souffrances massives pour la population civile. Les sanctions économiques se renforceraient et la guerre pourrait se prolonger, notamment si des puissances extérieures interviennent directement. Cependant, l'unité régionale et la détermination de la population pourraient permettre à l'Alliance Sahel de résister plus longtemps que prévu, et la guerre pourrait éventuellement se transformer en une guerre de résistance prolongée, mettant à mal les efforts des puissances internationales. Au fur et à mesure que la résistance de l'Alliance Sahel prenait de l'ampleur, il devint évident que l'enjeu n'était pas seulement militaire, mais aussi la capacité de transmettre son message à un public plus large. Le soutien populaire, déjà fort à l'intérieur des frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, commença à dépasser les limites régionales. Les jeunes, les intellectuels, les artistes et les activistes de toute l'Afrique prenaient conscience du mouvement sahélien et de son potentiel à réécrire les règles de la souveraineté et de l'indépendance en Afrique. Les médias sociaux jouèrent un rôle clé dans cette mobilisation. La campagne #FreeSahel ou Sahel libéré devint virale, connectant des millions de jeunes à travers le continent qui partageaient le désir de voir l'Afrique se libérer de l'influence étrangère. Cette plateforme numérique, utilisée pour partager des témoignages, des vidéos et des messages de soutien, permet à l'Alliance Sahel de se présenter comme le porte-voix de l'indépendance africaine. Les images de manifestations pacifiques, de jeunes volontaires se portant à la défense de leur pays et d'interventions militaires locales créèrent une solidarité mondiale.
En outre, les leaders de l'Alliance Sahel, notamment Ibrahim Traoré, commencèrent à s'adresser directement au public international. Lors d'une série de discours retransmis en direct, Traoré parla de la dignité du peuple sahélien et de la nécessité de prendre le contrôle de son destin. Ces prises de paroles firent écho non seulement dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, mais aussi dans les salles de réunion des institutions internationales. Le message était simple. L'Afrique n'acceptera plus de se voir dicter ses choix par des puissances extérieures. Ce discours s'étendit bien au-delà du Sahel, inspirant des mouvements en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où des populations se reconnurent dans cette quête de souveraineté. Ce mouvement de solidarité mondiale marqua une étape décisive dans l'ascension de l'Alliance Sahel comme force de résistance non seulement régionale, mais aussi mondiale.